En tant que femme, j'ai quelques souvenirs en effet sur les chantiers où on me fait bien comprendre que je suis une femme et que je connais pas les réponses techniques, alors que si. et c'est vrai qu'on ressent le fait de devoir prouver techniquement, enfin sur l'aspect technique, qu'on maîtrise, et on est beaucoup plus challengé justement sur les chantiers par rapport à ça. Vous vous apprêtez à écouter un podcast des Déviations. Notre média raconte les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, nous vous donnons rendez-vous sur notre site et nos réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez nos podcasts sur Acast et autres plateformes de streaming. Tout de suite, un nouveau portrait, une nouvelle histoire, une nouvelle déviation. Bonjour, je suis Caroline Semin, directrice générale Semin. Donc Semin, on est un groupe industriel français, familial, et on fabrique des matériaux de construction pour le bâtiment. T'es née où et t'as grandi où ? Alors je suis née en Lorraine, à Thionville, et j'ai grandi dans le nord-est de la France. Tu nais dans ce groupe familial. Comment se passe l'enfance du coup ? Tu vas à l'usine beaucoup ? Oui, alors en effet, j'ai grandi avec l'univers entrepreneurial. On parlait pas mal boulot à la maison et en effet pas mal de stages d'études dans l'entreprise. Donc j'ai grandi avec l'entreprise, quoi. Donc l'enfance, c'est au sein du groupe Semin. On travaille dans le bâtiment, on fait notamment les enduits. L'entreprise Semin a été créée en 1838. Donc j'ai grandi en fait depuis toute petite avec l'entreprise et on a toujours beaucoup parlé boulot à la maison. Donc je suis fière de représenter la 6e génération et je travaille au quotidien avec mon père, donc 5e génération. C'était quoi l'image que tu avais de l'usine quand t'es enfant ? Alors c'est vrai que quand j'étais enfant et que je me baladais dans l'usine, c'est vrai que je voyais ça très grand avec un peu des étoiles dans les yeux. On m'a toujours dit que les enduits c'était comme une recette de cuisine, donc avec des laboratoires, recherche et développement comme une grande cuisine et puis l'usine avec des silos très grands et puis l'univers industriel avec des yeux d'enfant assez impressionnant, quoi. Alors l'entreprise Semin, le métier historique de l'entreprise Semin, c'était l'extraction de gypse, parce qu'il y avait des carrières de gypse en Lorraine, pour fabriquer du plâtre et un peu plus tard des carreaux de plâtre. Et ensuite, il n'y avait plus suffisamment de gypse en quantité suffisante dans la région. Donc mes ancêtres ont vendu cette activité et ont gardé une petite activité de fabrication de colle et d'enduit que mon père a repris dans les années 80 et qu'il a fortement développé, parce que c'est quand il a rejoint l'entreprise, il y avait 12 collaborateurs et aujourd'hui on est 900. Quand on a un papa qui dirige comme ça l'usine de la région, c'est que sur ces régions, c'est des bassins d'emploi. Est-ce que c'est une position particulière à l'école ? Est-ce qu'on te regarde comme la fille du grand patron ? Non, à l'école, j'ai pas ressenti de pression ou une image collée justement par rapport à la famille, à l'entreprise. Donc enfance à l'école hyper normale, t'es quel style d'élève ? Alors, j'étais à l'école pas très sérieuse, je faisais un peu le pitre et beaucoup de copains, copines très sociables, mais je parlais beaucoup et je me faisais souvent engueuler. Là, quand t'es enfant, que tu découvres cet univers industriel, est-ce que tu te projettes ? Est-ce que tu sens déjà le poids de la dynastie familiale ? Parce que ton père, c'est la 5e génération. Est-ce que là, on te met déjà un peu en tête que t'es la relève ? Alors c'est que depuis que je suis petite, je sens que mon père aimerait bien qu'il y ait une suite et que l'histoire continue. Après, j'ai jamais ressenti de pression particulière. Il m'a toujours dit tu rejoindras la boîte si tu en as envie. Et ça se fera si je sens que tu as les compétences et surtout que tu en as envie. Parce que je pense que la clé pour que ça marche, c'est qu'il y ait une envie mutuelle à la fois toi de reprendre et puis moi de céder. Et je pense que c'est ça qui fait que ça marche aujourd'hui. C'est qu'il y a vraiment une envie mutuelle de transmission et que ça se passe bien sur du long terme. Et quand tu es enfant, tu as cette envie où tu te dis mais jamais, déjà j'ai pas envie de finir en Lorraine et j'ai pas envie de bosser à l'usine. Oui, alors j'avais vraiment envie de partir, de bouger. J'avais pas forcément, je me voyais pas forcément vivre en Lorraine toute ma vie. L'international, m'attirait beaucoup.
Et je me voyais pas forcément non plus travailler dans l'entreprise familiale et reprendre. Je voulais absolument faire de l'hôtellerie-restauration dans le luxe. Et au final, mes études ont fait que j'ai eu une première expérience dans le secteur du bâtiment, chez un industriel français, familial également. Et c'est grâce à cette expérience que j'ai découvert l'univers du bâtiment. Et j'ai découvert un univers naturel, assez direct, où le relationnel est fort. Et voilà, c'est un univers que j'ai beaucoup aimé et dans lequel je me suis retrouvée. Et du coup, j'avais vraiment envie de continuer et puis du coup de reprendre et puis de poursuivre l'histoire avec les équipes. Quand tu es alors au collège, au lycée, tu te projettes plutôt sur effectivement une carrière à l'international, l'hôtellerie, le service. Ça veut dire que ça s'oriente dans tes études aussi, dès le début, tu te dis je vais faire ça, donc le bâtiment est écarté ? Oui. Depuis mes études, j'avais vraiment en tête l'hôtellerie-restauration. Je voulais faire une école en Suisse. Donc c'est que ma première école de j'ai été prise en école de commerce. Ma première année, au bout de 3 mois, j'ai arrêté. J'ai dit à mon père stop. Ce que je veux faire, c'est de l'hôtellerie-restauration. Donc je veux vraiment me spécialiser dans ce secteur. Et du coup, il m'a dit va bosser. Donc du coup, j'ai été bosser pendant au départ 4 mois dans un restaurant à côté des Champs-Élysées, un petit restaurant italien. Et puis assez rapidement, j'ai dit je vais reprendre mes études. et du coup, en fait, j'ai repassé un concours d'école de commerce et je me suis dit je redémarre une école de commerce. Ça m'ouvrira pas mal de portes, quitte à me spécialiser après en master dans un second temps. Mais je reprends les études commerce. Tu faisais quoi dans ce resto italien ? Alors j'étais à l'accueil. J'accueillais les clients, je les plaçais à table, je prenais l'apéritif et puis je donnais les cartes. Et quand il y avait un coup de jus en cuisine, je filais un coup de main au service. Qu'est-ce qui t'a pas plu dans cette expérience ? Qu'est-ce qui te fait finalement te dire mon rêve de service, d'hôtellerie, restauration, non, c'est pas pour moi ? J'aimais bien, l'expérience m'a plu. Après, je me suis dit, je préfère poursuivre les études pour pouvoir aller plus loin et pouvoir accéder à des postes de management. Après, je n'avais pas fait un trait sur l'hôtellerie-restauration à ce moment-là. Je voulais juste reprendre les études et puis voir ensuite plus tard dans quel secteur évoluer. Mais en tout cas, c'est une super expérience et voilà, j'ai adoré. Tu fais ce premier stage dans un secteur industriel du bâtiment, dans une entreprise familiale aussi, qui n'est pas du coup l'entreprise Semin, ton entreprise familiale. Comment tu te retrouves dans ce stage ? C'est le pur hasard ou en fait tu veux voir le même secteur mais ailleurs ? Pour mon premier stage, je voulais absolument faire de l'alternance. C'est que la théorie ça va, mais je voulais avoir un pied dans le boulot, être autonome et puis bosser en parallèle des études. Et donc du coup, c'est bouche à oreille et en fait c'est le directeur commercial Semin qui connaissait le directeur commercial de chez Actis, donc de l'entreprise dans laquelle j'ai fait mon stage. Il a provoqué un entretien et puis derrière j'ai décroché l'alternance comme ça et c'est comme ça que j'ai eu ma première expérience dans le bâtiment. Et pourquoi cette première expérience, la facilité voudrait que tu le fasses directement dans l'entreprise de ta famille ? Non, je voulais absolument avoir une première expérience à l'extérieur de l'entreprise familiale pour voir autre chose, travailler avec d'autres équipes, voir d'autres produits et puis travailler ailleurs avant de rejoindre les équipes. C'était important pour moi. Est-ce que là, il y a un accueil qui se fait avec, c'est une question, avec des préjugés en disant « Ah, mais c'est la fille de ». Alors oui, au début de mon stage, il y a eu en effet une image, je m'appelle Caroline Semin, donc je porte le nom aussi de l'entreprise, donc la plupart des collaborateurs savaient que ma famille avait une entreprise et puis en plus c'était dans le même secteur d'activité, donc connu. Après j'ai ressenti un super accueil de la part des équipes. Et puis après, ils ont vu que je travaillais, que j'avais une bonne volonté, que je relevais les manches et puis que j'étais dynamique, motivée et puis bosseuse. Et du coup, ça s'est super bien passé. Et toi, personnellement, comment tu le vis ? C'est-à-dire fierté du nom ou tu te dis je suis estampillé quoi ? Alors d'un côté, je me dis je suis estampillée, mais d'un autre côté, il y a la fierté du nom, et puis après, il y a aussi surtout l'envie de prouver que je suis capable et que je peux faire un bon boulot et que j'ai ma place, et voilà, de m'affirmer moi en tant que Caroline Semin.
généralement, les fils et filles d'eux, peu importe le domaine, disent qu'ils doivent faire 2 fois plus d'efforts pour prouver leur légitimité. Est-ce que toi, tu t'es retrouvé dans cette situation-là, sur ce premier stage, par exemple? Je pense qu'en effet, il faut prouver qu'on a notre place et qu'on mérite d'être là et qu'on est autant capable que quelqu'un d'autre. Après, c'est surtout une pression, je pense, que je me suis mise moi, peut-être plus qu'une pression que j'ai ressentie de l'extérieur. Mais après, c'est une pression positive qui fait avancer, donc moi, je vois ça vraiment de manière positive. Mais je suis plutôt optimiste de manière générale. Là, tu vois l'organisation dans une entreprise du même secteur, mais ailleurs, qui n'est pas de l'entreprise familiale. Qu'est-ce qui te marque? Est-ce que tu vois des différences? Tu te dis l'herbe est plus verte ailleurs, ils s'organisent mieux. Comment tu analyses le quotidien là-bas? Lors de ma première expérience chez Actis, c'est vrai que je connaissais l'entreprise familiale, mais pas plus que ça parce que j'ai pas travaillé dans l'entreprise en amont. Donc après j'ai découvert l'entreprise industrielle dans laquelle je travaillais. J'ai découvert pas mal. Je me suis éclatée dans mon boulot. J'ai adoré ce que j'ai fait. J'ai adoré vivre aussi l'expérience avec les équipes en place. J'ai appris beaucoup. Et c'est justement cette expérience m'a beaucoup servi aussi par la suite quand j'ai rejoint les équipes Semin. Parce que c'était une entreprise industrielle aussi, d'une taille effectif similaire, avec des clients similaires. Donc du coup, c'était vraiment une expérience hyper enrichissante pour moi pour la suite, quoi. Là, à aucun moment, tu te dis je suis chez la concurrence, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un état d'esprit de fraternité ou en tout cas de complémentarité dans le secteur du bâtiment que tu découvres? À aucun moment, c'est quoi ton ressenti en fait? Alors, il n'y avait pas de notion de concurrence parce que c'était dans l'isolation. Donc, c'est un univers métier qu'on touchait pas du tout chez Semin à l'époque, mais que j'ai ramené depuis chez Semin. Donc, ça m'a donné goût, ça m'a donné envie. Et donc, il n'y avait pas de notion de concurrence. Là, tu es en école de commerce, tu fais ton premier stage, donc plutôt dans cet univers du bâtiment. C'est quoi? C'est une révélation pour toi? Tu redécouvres, en fait, est-ce que c'est une révélation par rapport à la découverte ou finalement, tu as un peu le réveil de l'ADN? C'est un peu, en effet, c'est un peu le réveil de l'ADN parce que c'est un univers que j'ai découvert de manière hyper concrète en étant plongée dedans via cette expérience et que j'ai adoré. J'étais sur le terrain dans l'équipe commerciale, donc j'allais visiter les clients, les chantiers, les architectes et j'ai adoré en fait vraiment le côté humain hyper fort de ce secteur d'activité. C'est vrai que c'est un milieu assez simple où les relations humaines sont fortes. Et hyper concret en même temps parce qu'on fabrique des matériaux de construction pour construire des maisons ou rénover des maisons. Et du coup, c'est hyper concret et ça m'a plu. Cette première expérience professionnelle donc, qui t'amène sur le terrain, sur les chantiers, ça te confronte aussi, peut-être pour la première fois et peut-être même pour la première fois dans l'histoire Semin, à la place de la femme dans ce secteur du bâtiment? Alors, la place de la femme dans le secteur du bâtiment, c'est une vraie question. Aujourd'hui, c'est qu'il y a très peu de femmes. On voit que les lignes bougent, ça évolue. On voit de plus en plus de femmes chez nos clients distributeurs. Sur les chantiers, c'est encore très faible, bien que ça évolue doucement, mais sûrement. C'est qu'on est en partenariat, par exemple, avec les Compagnons du Devoir et du Tour de France. On a fait un tour de France, justement, des écoles et des centres de formation, des CFA. On voit de plus en plus de femmes dans les métiers de la peinture, par exemple. Encore très peu chez les plaquistes. Mais c'est vrai que le sujet de la femme dans le bâtiment est un vrai sujet et on essaye de communiquer énormément sur les métiers du bâtiment pour donner envie aux nouvelles générations et aux femmes de manière générale de rejoindre le bâtiment. C'est un super secteur d'activité avec plein de belles opportunités et on a besoin des femmes pour relever justement les défis et les enjeux à venir. Donc la mixité est un sujet hyper important pour moi dans le secteur du bâtiment. J'allais dire ça, c'est aujourd'hui, mais toi, la première fois que tu es confronté en fait à ton genre, comment tu le vis, comment tu le réalises, comment tu es confronté à ta position de femme en fait? À quel moment tu te sens femme?
Le fait d'être une femme dans le bâtiment, c'est clair qu'on ressent tout de suite sur le terrain qu'on a besoin de prouver, en tout cas surtout sur le plan technique, qu'on maîtrise. On est beaucoup challengés, à mon avis plus challengés que les hommes, justement sur l'aspect technique. La première fois que toi, quand tu fais ce stage, que tu te sens femme, en fait, ou qu'on te fait te sentir que tu es une femme, est-ce qu'il y a un moment où c'est arrivé? Est-ce que tu as vécu un moment désagréable ou pas? Oui. Alors, en tant que femme, j'ai quelques souvenirs en effet sur les chantiers où on me fait bien comprendre que je suis une femme et que je connais pas les réponses techniques, alors que si. et c'est vrai qu'on ressent le fait de devoir prouver techniquement, enfin sur l'aspect technique, qu'on maîtrise. Et on est beaucoup plus challengé justement sur les chantiers par rapport à ça. Tu as 21 ans, finalement, tu as 2 fois plus de preuves à faire. C'est-à-dire à la fois par rapport à ton nom, c'est-à-dire que prouver que tu es légitime et pas juste fille d'eux, et à la fois par rapport à ton sexe, le fait que tu sois une femme. Tu as 21 ans, à aucun moment tu te dis mais ça va être trop compliqué. Alors, il y a de la pression, en effet, liée par rapport à mon nom, au poids de l'histoire de l'entreprise familiale, par rapport au fait que je sois une femme dans le bâtiment. Mais à côté de ça, moi, ce que je vois surtout, c'est l'expérience que je vis et les perspectives futures avec l'entreprise familiale. Et puis, le fait de m'éclater dans ce que je fais, d'être contente de me lever le matin et de vivre l'expérience à fond, quoi. Donc tu baisses jamais les bras? Non, je baisse jamais les bras. Et en général, quand j'ai une idée, je vais au bout de l'idée. Quitte à me prendre un mur, mais je vais au bout de l'idée. Et puis derrière, le but, c'est surtout même si on fait tous des conneries dans la vie, on échoue, mais le plus important, c'est de se relever et de rebondir et de jamais lâcher. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Ouais. 21 ans, fin de ton stage, tu continues les études, mais là, tu le sais, tu vas intégrer tôt ou tard l'entreprise Sevin. Comment il se fait ce cheminement et comment tu le mets en place? Alors, à la suite de cette expérience pro, c'est clair pour moi, je veux rejoindre l'entreprise familiale et puis poursuivre le développement. Donc, je suis super motivée dans cette perspective. Là, tu l'annonces à ton papa? Là, je l'annonce à mon papa qui est super content, qui au final, je pense, attendait que ça. Et qui est ravi, et j'ai énormément de chance parce que je démarre dans l'entreprise familiale sur le terrain, dans l'équipe commerciale pendant 2 ans. Donc je visitais les entreprises de peinture sur Paris, sur la région parisienne, et ensuite j'ai rejoint le siège 2 ans plus tard, donc en 2017, aux côtés de mon père à la direction générale pour reprendre. Et il me fait confiance parce que à l'époque j'ai 25 ans quand je prends le poste de direction générale, et c'est une vraie confiance de la part de mon père. Donc c'est une vraie chance pour moi parce que c'est qu'il y a peu de pères, je pense, dans cette situation qui font confiance et puis qui passent le relais de cette manière-là, quoi, à 25 ans. T'as combien de frères et sœurs? Alors j'ai une petite sœur, on a 5 ans d'écart, Léa. Et c'est sûr que elle a évolué dans une autre voie, mais le plus important pour mon père, je pense, c'était que elle ou moi, mais en tout cas qu'il y ait une suite et que ça se passe bien, quoi, dans un bon état d'esprit. Donc après le stage donc là tu as 21 ans, tu poursuis tes études, tu finis tes études, c'est-à-dire que tu passes pas du stage à c'est l'évident, je reprends avec facilité l'entreprise familiale. C'est bien de préciser que tu vas quand même au bout de ton cursus d'école. Alors je vais au bout de mon cursus scolaire, donc j'ai un master 2 en finance avant de rejoindre l'entreprise familiale. C'était important pour toi de quand même finir ton cursus scolaire? C'était important pour moi d'aller au bout des études, de ce que j'avais démarré, pour avoir le diplôme et puis valider les acquis avant de démarrer dans la vie professionnelle. Et aussi pour arriver dans l'entreprise familiale avec une vraie légitimité et pas juste un coup de piston ou d'évidence de sang, de dire non, je suis diplômé, je ne suis pas là par hasard. Alors oui, en effet, c'était important pour moi d'avoir un diplôme et d'avoir une légitimité sur ce point avant de rejoindre
l'entreprise familiale, bien que les diplômes font pas tout. Et je pense que la légitimité, elle s'acquiert vraiment sur le terrain quand on travaille avec les équipes et qu'on relève les manches et qu'on fait ses preuves. Mais c'était quand même important pour moi, en effet, d'aller au bout de mes études et de ce que j'avais démarré, quoi. 25 ans, la direction générale, mais avant, tu manges du terrain. Tu gravis les échelons de l'entreprise. C'est pas un cadeau qui t'est fait évident. Faut faire tes preuves aussi face à ton père. Ouais, j'ai dû faire mes preuves et j'ai démarré sur le terrain dans l'équipe commerciale. Et c'était super important pour moi de démarrer sur le terrain, d'aller à la rencontre des clients et voilà, de connaître les produits, découvrir le marché et travailler vraiment sur le terrain. C'était pour moi essentiel avant de rejoindre le siège et puis de prendre le poste de direction générale. On sait que parfois, quand on travaille en famille, il y a un peu moins d'indulgence, il y a un peu moins de filtre, ça peut même être plus sévère. Est-ce que c'était le cas? Est-ce que ton père avait un regard un peu moins transigeant, un peu plus intransigeant avec toi? Alors je sais pas si mon père était plus sévère avec moi qu'avec d'autres collaborateurs, peut-être sur certains points avec le recul, mais en tout cas il y a une bonne communication entre nous. On s'écoute, on n'est pas forcément d'accord sur tout, et heureusement, c'est normal. Après, je pense que le principal, c'est d'échanger, de s'écouter et que ça soit constructif. Et il y a toujours une règle, c'est qu'on se dit que la priorité, c'est l'entreprise et le développement de l'entreprise. Et c'est comme ça qu'on tranche et qu'on prend les décisions. Sur ton premier stage, tu as dû redoubler d'efforts pour montrer ta légitimité malgré ton nom ou grâce à ton nom. Là, t'es Caroline Semin dans l'entreprise Semin. Comment ça se passe par rapport aux collaborateurs? Alors, quand j'ai rejoint l'entreprise Semin, ça s'est très bien passé avec les équipes, avec les collaborateurs. Je pense qu'ils étaient surtout rassurés du fait que je rejoigne l'entreprise et que ça annonce une suite que je veuille reprendre et poursuivre et développer dans la continuité de l'histoire et de ce qui a été construit en amont. Donc je pense qu'il y a vraiment eu, avant tout, ça a été bien perçu parce que ça a rassuré les équipes et ils se sont dit bon voilà, l'entreprise va pas être vendue à un groupe, donc ça a rassuré par rapport à une poursuite d'aventure familiale. Tu prends la direction générale. Quand tu prends la direction générale à 25 ans, tu te dis quoi? Faut être dans la continuité ou faut être dans la transformation? Alors quand je reprends la direction générale, déjà je me rends pas du tout compte du poste, des enjeux et de la taille de l'entreprise. Je pense que ça je m'en rends compte avec un peu quelques années et un peu de temps passé avec les équipes. Tu peux préciser justement là la taille de l'entreprise à ce moment-là et peut-être le chiffre d'affaires à ce moment-là, puisque du coup on va parler de celui de maintenant. Alors quand je reprends le poste de direction générale à 25 ans, je me rends pas compte de la taille de l'entreprise. C'est qu'on est 900 collaborateurs, on fait 240 millions d'euros de chiffre d'affaires groupe. Mais c'est que je me rends pas forcément compte du poste, des enjeux, de ce que ça représente. Mais c'est voilà avec le temps que je m'en rends compte. Mais voilà, j'arrive, je fais le tour des différents services pour comprendre un peu l'organisation en interne. Je lance pas mal de projets en même temps, sûrement trop, avec plein de bonne volonté, de motivation, d'envie. Puis après, au fur et à mesure, on priorise et on apprend. C'est la première fois que l'entreprise Semin Group, a une femme à sa tête? C'est la première fois que l'entreprise Semin a une femme à sa tête. En effet, il y a eu 5 générations en amont et c'était 5 hommes. Et là, toi, tu le vis comment? Alors moi, je le vis très bien parce que je suis super contente que ça évolue dans ce sens-là. Bien que quand j'en parle à mon père, ce qu'il me dit, c'est que quand il a eu les enfants, il attendait qu'une chose, c'est d'avoir un garçon pour que potentiellement il y ait une suite un jour. Donc je suis super contente de pouvoir lui montrer que c'est une femme et ça le fait aussi. Et il y aura une suite, mais féminine. Et toi, c'est aussi une revanche du coup, de dire je suis pas le petit mec que t'attendais, mais je suis capable. C'est une revanche en effet de me dire je suis pas le garçon que t'attendais, mais je suis une femme et j'en suis capable et je vais te le prouver.
beaucoup de travaux, beaucoup de chantiers en même temps dans l'entreprise. Tu as à la fois la place de la femme et puis très vite, tu as cette conscience sur la transformation environnementale nécessaire dans le bâtiment. Comment ça chemine et comment, à la fois en tant que jeune, tu as la vingtaine, tu es une femme et tu dis les gars, en plus, on va changer la méthode. Alors, en effet, j'arrive, j'ai 25 ans, je suis une femme. Il y a pas mal de... Forcément, les gens sont rassurés parce qu'ils se disent il y aura une suite dans un même état d'esprit d'entreprise familiale, donc ça rassure. Mais à côté de ça, forcément, il y a pas mal de questionnements qui se posent. Après, j'ai tout de suite rassuré en disant que mon but, c'était pas révolutionner l'entreprise et tout changer. Au contraire, c'était m'appuyer vraiment sur les bases solides qui ont fait la réussite de l'entreprise pour justement construire dessus et développer. Et derrière, après, il y a l'enjeu en effet sur le plan environnemental qui est clé. Le secteur du bâtiment est le deuxième secteur le plus polluant après le transport, responsable de plus de 25% des émissions de gaz à effet de serre. Donc l'enjeu environnemental est vraiment au cœur de la stratégie de développement de l'entreprise et c'est un enjeu qui me tient particulièrement à cœur. Donc la priorité, c'était sensibiliser et embarquer les équipes pour justement avancer dans ce sens. Là, ça c'est la théorie, c'est ton constat. Comment ça se matérialise? Comment on le met en place? Parce que des usines de bâtiments, on imagine ça monstrueux et puis avec un savoir-faire très traditionnel, très déjà en place. Comment après on met en place cette transition énergétique, environnementale, écologique? Alors je pense que la clé en effet pour pouvoir avancer efficacement dans la transition écologique, c'est embarquer les équipes. Donc ça a démarré vraiment par de la sensibilisation sur le terrain à tous les niveaux. On a lancé une fresque du climat, donc déjà au niveau du comité de direction, et ensuite qu'on a redescendu vraiment à tous les échelons de l'entreprise pour sensibiliser justement sur ces enjeux. Et derrière, en même temps, expliquer aussi la démarche globale de l'entreprise, le bilan carbone et toutes les actions mises en place autour de la RSE de manière générale. Et derrière, il y a un enjeu, dans la stratégie de développement, l'enjeu de la transition écologique est clé. Et c'est vrai que la plupart des développements, que ce soit sur le plan de la recherche et développement ou sur les croissances externes, le rachat d'entreprises, c'est vraiment orienté sur le développement de nouveaux produits éco-responsables. Donc en même temps, c'est du concret que les équipes voient. Et du coup, c'est un engagement qui se concrétise dans les choix et dans le développement de l'entreprise. Donc derrière, c'est pas du fake, quoi. Je veux dire, ils voient que concrètement, il y a des choses qui se passent et qu'on avance et qu'on agit, quoi. C'est quoi une fresque du climat? Alors la fresque du climat, c'est un jeu, un exercice qu'on a fait avec les collaborateurs pour justement comprendre les causes et effets du réchauffement climatique et donc du coup comprendre et sensibiliser les collaborateurs sur le sujet de la transition écologique. Alors c'est quand on a démarré ces démarches liées justement à la sensibilisation sur l'aspect écologique, environnemental avec les équipes, j'ai eu des réflexions comme c'est bon, on a changé l'éclairage dans les usines, on est passé à LED. Je dis oui, ok, c'est très bien, super, mais ça s'arrête pas là, quoi. Il y a plein de choses à faire et on va travailler ensemble et puis on va agir, quoi. Ça veut dire que pour être dans cette transition environnementale, écologique, tu consacres énormément de budget à la R&D. Ça, c'est un vrai changement concret sur ta gouvernance. Comment ça se matérialise et quelle est la réaction du comité de direction à ce moment-là quand tu dis les gars, là, on va mettre de l'argent pour trouver des nouvelles méthodes et des nouveaux produits moins polluants et plus responsables pour la planète? Alors, on investit en effet entre 3 et 4 millions d'euros par an en budget recherche et développement. Et c'est que l'innovation fait vraiment partie de l'ADN de Soma. On a toujours innové et développé des nouveaux produits. C'est ce qui explique le développement de l'entreprise. Mais là, depuis 2 ans, la plupart des travaux de recherche et développement sont vraiment orientés sur le développement de nouveaux produits éco-responsables. Par exemple, concrètement, sur les enduits, on a réussi à complètement remplacer les résines synthétiques issues du pétrole par des résines à partir de végétaux. Donc on retrouve de la pomme de terre, du blé, du maïs, de l'argile dans les enduits.
Et ça, c'est un travail de 3 ans de recherche et développement des équipes. On vient de démarrer en début d'année dans l'isolation intérieure du bâtiment. Et on a racheté une entreprise qui a 3 générations d'expérience, de savoir-faire dans le recyclage, par exemple, de vêtements pour transformer en fait des vêtements usagés en isolant pour habiller les maisons. La politique RSE était inexistante quand j'ai rejoint l'entreprise. Mon père a jamais été très branché sur ces sujets. Donc c'est que quand on en a parlé au départ et qu'on a commencé à lancer les différents chantiers en interne, c'était complètement nouveau pour lui. Il m'a dit bon, je te fais confiance, vas-y. Après, plus ça va, surtout sur les projets de développement et liés à l'innovation, il est hyper moteur sur ces nouveaux projets et ça fait plaisir. La première fois qu'en conseil d'administration, tu dis là on va mettre plusieurs millions en R&D parce qu'on va trouver des produits plus responsables pour notre environnement. C'est quoi la réaction du CODIR à ce moment-là? Ils sont tous en phase avec toi ou ils disent ça y est, on a basculé? Alors la réaction des équipes par rapport à cette stratégie vraiment orientée sur le développement éco-responsable, elle est vraiment différente en fonction des collaborateurs, des membres du CODIR. Il y a certaines personnes qui sont hyper sensibles et très au courant de ces sujets et hyper engagées déjà personnellement et du coup qui comprennent et qui sont tout de suite dans l'action dans l'entreprise. Après il y a d'autres collaborateurs qui sont beaucoup plus loin. C'est peut-être aussi une question de génération et qui partent de beaucoup plus loin et du coup faut davantage expliquer, rassurer et pour les embarquer. Donc il y a vraiment différents niveaux de sensibilisation dans les équipes. Alors j'ai failli redoubler en école de commerce à cause de ma prof de RSE, dont je me souviens très bien, même d'Armon. Et pour dire que j'étais un peu loin de ces sujets au départ, mais c'est au fur et à mesure du temps et du terrain et puis de toutes les informations que j'ai pu prendre que je me suis rendu compte de l'enjeu et de quelle manière surtout on pouvait agir, et en particulier en tant qu'industriel, on développe et on fabrique des produits, donc on a directement un rôle hyper important dans la transition écologique, et c'est justement à nous de pouvoir développer des solutions beaucoup plus responsables pour pouvoir agir concrètement. Donc on a vraiment un rôle à jouer, et c'est ce qui est hyper motivant aussi au quotidien, quoi. Est-ce qu'il y a aussi cette dimension de je suis la 6e génération, je représente la 6e génération, quelle est la patte que je vais laisser? Quelle est la trace que je vais laisser? Qu'est-ce qu'on retiendra de moi à la 7e, 8e, 9e génération? Alors c'est vrai qu'en tant que 6e génération, on a envie de marquer aussi l'histoire. Et pour moi, je suis hyper sensible sur le sujet de la R&D, de l'innovation. C'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Et moi, quand je vois la suite, ce que j'aimerais bien, c'est pouvoir marquer avec une innovation forte, une innovation de rupture, et quelque chose qui soit réellement utile à la fois pour les pros sur les chantiers, et puis aussi sur le plan environnemental pour l'avenir, pour le futur. Et ça, c'est quelque chose, quand j'y pense, j'ai des étoiles dans les yeux. Quand on engage 2 à 3 millions d'euros par an sur de la R&D, c'est 2-3 ans pour trouver un produit pour vraiment qu'il soit abouti. Est-ce qu'à un moment donné, on a peur, on se dit peut-être j'engage beaucoup d'argent du groupe pour peut-être ne pas trouver de solution? Est-ce que ça, à un moment donné, c'est angoissant? Il y a certains projets de recherche et développement, en effet, qui sont longs. C'est des budgets importants. C'est un risque. Après, derrière, faut mesurer le potentiel par rapport au risque et sur le plan financier. Mais il y a certains, on se pose la question parfois, en effet, il y a certains projets qui sont un peu longs, c'est vraiment de la recherche pure. On se dit, est-ce que ça va aboutir? Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va trouver une solution? Mais derrière, l'enjeu est tel que c'est un risque qu'on prend, et on a envie d'aller au bout et que ça se concrétise. Et de pouvoir industrialiser et puis commercialiser et développer derrière.
Depuis que tu es à la direction générale, ça fait combien de temps maintenant? 6-7 ans. Tu as combien de brevets qui ont été déposés? Alors on pose peu de brevets, en tout cas sur le métier historique, donc sur les enduits, parce que si on dépose un brevet, on donne la recette. Et c'est comme une recette de cuisine, c'est le secret de la grand-mère, bon là du grand-père. mais par contre, sur certains nouveaux projets de développement, en effet, on dépose le brevet pour protéger l'idée et le produit derrière. T'es passé de combien de collaborateurs là en 6 ans, si tu veux faire avant, après, collaborateurs, chiffre d'affaires? On est passé en 7 ans de 600 collaborateurs à 900 collaborateurs aujourd'hui. Et en chiffre d'affaires, on est passé d'un chiffre d'affaires de 180 millions à 240 millions. À quand le milliard? À quand le milliard, c'est le cap. Alors on a le cap 10 milliards à horizon avant 2032. Et on y arrivera. Il y a un autre point qui est très important, c'est on va revenir sur la place de la femme dans ces métiers du bâtiment. Tu as notamment créé un trophée. Alors j'ai créé, en effet, on a créé avec les équipes les Talentueuses. Donc c'est le premier trophée des femmes dans le bâtiment. L'objectif de ce trophée, c'était mettre en avant de belles histoires, de beaux parcours au féminin pour montrer que c'est possible et surtout attirer les femmes dans le secteur du bâtiment. Et la première édition a eu lieu en juin de cette année et ça ne sera pas la dernière, il y en aura d'autres qui vont suivre et je suis super contente de cette initiative parce que l'objectif c'était vraiment représenter l'ensemble de la filière, les différents métiers du bâtiment pour montrer que valoriser ces métiers qui sont trop souvent mal vus, mal perçus et mettre en avant justement ces femmes qui œuvrent au quotidien dans le bâtiment, sur les chantiers, mais pas que. Je crois que tu as même été surprise de l'engouement et du succès de cette première édition. Tu t'attendais pas à ça? On ne s'attendait pas à un tel engouement. En effet, on a eu 122 candidatures de femmes qui sont lancées dans l'aventure des Talentueuses et des super belles rencontres, des échanges aussi. Ça crée un réseau dans le bâtiment et derrière, surtout, la valorisation de ces femmes qui ont fait leurs preuves, qui sont lancées et qui ont montré que c'était possible et qui s'éclatent dans ce qu'elles font aujourd'hui. Et je crois que même dans les prix, on est ouvert et inclusif. C'est pas par corps de métier, mais par profil, par histoire, c'est ça? C'est par histoire. On avait différents trophées. Apprenti. D'ailleurs, le trophée apprenti, c'est une jeune femme qui l'a gagné, qui prépare les JO en même temps, water polo. Donc qui travaille toute la journée sur les chantiers et qui le matin fait l'entraînement pour les JO à 6h du matin dans la piscine et le soir en sortant du chantier qui retourne s'entraîner pour préparer les JO. Et il y a de super histoires comme celle-ci qui ont été récompensées et qui montrent que qu'en tant que femme, on peut travailler dans le bâtiment et qu'on a toute notre place. C'est quoi la pire mésaventure que tu aies vécue ou que tu aies entendue, qu'on t'ait témoigné en tant que femme dans le bâtiment? Alors j'ai une anecdote qui me vient en tête. J'étais en journée animation dans un point de vente chez un distributeur, chez Point P. On avait le petit stand avec les nouveaux produits qu'on présentait. Il y a un artisan qui rentre dans le point de vente, qui se rapproche du comptoir pour passer sa commande. Et au final, il y avait deux vendeurs comptoirs, Jonathan et Marie. Et Marie il y avait que Marie de dispo. Marie lui dit comment je peux vous aider. Et il lui dit non, j'ai une question technique, donc j'attends votre collègue. Et au final, il n'avait pas la réponse à la question technique et c'est Marie qui a répondu. Donc c'est une anecdote, mais qui montre qu'en effet, surtout l'ancienne génération a du mal à faire confiance aux femmes et qu'il faut prouver d'autant plus qu'on est légitime en tant que femme dans le bâtiment. Tu es une toute jeune maman. Oui. Est-ce que la 7e génération est là? Alors je suis une toute jeune maman depuis quelques semaines. Est-ce que la 7e génération est là? Je sais pas. D'un côté, j'espère, c'est vrai, je veux pas le cacher. Parce que j'adorerais que l'histoire se poursuive et continue. Mais elle reprendra si elle a envie de reprendre. J'ai pas connu de pression moi. Et c'est ce qui fait que, au final, j'ai rejoint l'entreprise et que j'adore ce que je fais. Et je veux surtout pas lui mettre une pression quelconque pour reprendre. On est en 2150. L'entreprise Semin fait la fresque des générations. Ce sera quoi
la phrase écrite sous la 6e génération. Qu'est-ce que tu auras laissé? Qu'est-ce qu'on retiendra de toi sur ton passage dans l'entreprise Sema? On est en 2150. Ce que j'espère, j'espère que l'entreprise Sema existera toujours. J'espère qu'elle sera en bonne santé. Ce que j'espère surtout, c'est qu'on aura agi concrètement pour accélérer la transition écologique. Et là, ce qui est super motivant dans les nouveaux projets, c'est qu'on agit dans le bâtiment, c'est notre univers. Et à côté de ça, avec les projets de développement liés à la réutilisation, au tri, à la collecte, au tri et au recyclage de textiles, on œuvre aussi. Le textile, c'est le 3e secteur le plus polluant. Donc, on œuvre en même temps dans le bâtiment, mais aussi on agit en même temps pour l'avenir du textile en France. Qu'est-ce que tu voudrais qu'on retienne de ta gouvernance? Ce sera quoi ta trace? Qu'est-ce qu'on retiendra? On dira quoi de toi? Ce que j'aimerais qu'on garde comme image de moi, c'est quelqu'un d'humain, peut-être dur, ça me dérange pas, mais droit, qui fait confiance et qui a embarqué les équipes dans un beau projet pour agir en faveur de l'environnement. Alors c'est sûr que ma vie pro me prend énormément de temps, mais j'adore ce que je fais et je le fais avec énormément de plaisir. Donc derrière, c'est sûr qu'il faut trouver un équilibre entre la vie pro et la vie perso, ce qui n'est pas évident tous les jours. Mais en tout cas, je suis super contente de m'éclater dans mon boulot au quotidien et même si ça prend beaucoup de temps, c'est énormément de plaisir. Je crois que tu n'as pas fait de congé mat, véritablement. Je pense que la grossesse, tu as bossé jusqu'au bout quasiment, non? J'ai travaillé jusqu'au bout. J'ai arrêté 1 mois après l'accouchement. Mais je suis quelqu'un d'assez ambitieuse. Je pense que l'engagement que j'ai dans l'entreprise aurait été le même si j'étais dans une autre entreprise et pas forcément dans mon entreprise. Après, c'est par rapport à... J'ai travaillé jusqu'à l'accouchement, c'est-à-dire que j'étais encore au bureau 2 jours avant l'accouchement, mais je l'ai vécu très bien et au contraire, j'étais super bien là où j'étais et je regrette rien. N'hésitez pas à commenter, nous écrire et partager si ce podcast vous a plu. Notre média, vous pouvez le retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok et YouTube. Nous n'avons qu'une vocation, raconter les histoires des personnes ayant changé de vie. Alors à très vite pour un nouvel épisode.